travaux. Je vous rappelle qu'il y a un enregistrement audio de façon à faciliter le travail de retranscription de nos débats par la Direction générale des services pour la rédaction des comptes rendus. Pour ce qui est des enregistrements vidéo, je vous rappelle que vous devez flouter les personnes qui sont hors conseil municipal, c'est-à-dire l'ensemble des agents qui sont présents autour de la table. Donc, tout le monde est présent, sauf M. Espoto qui a donné pouvoir à M. Safré, Mme Lamana qui a donné pouvoir à M. Bernard, Mme Durand qui a donné pouvoir à Mme Jouvin et Mme Refait qui a donné pouvoir à M. Mille. Donc le quorum est plus que atteint. Notre secrétaire de séance, c'est Mme Guédelon. Nous allons pouvoir attaquer nos travaux. Moi, je le laisse à la maison, je suis tranquille. Donc, le compte rendu de la séance du 27 mai. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Le compte rendu du conseil municipal du 5 juin. Est-ce qu'il y a des oppositions, des observations, des oppositions, des abstentions? Merci. Nous arrivons aux décisions. Je vous donne la décision 94 à la décision 125. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce que vous voulez qu'on les lise une par une ou est-ce que vous les avez regardées? Je pense qu'il serait préférable de les lire. Allez, on les dit, il n'y a pas de problème. La 94, il s'agit des projets de festivités sur la commune de Rousset, saison 2026, fête de la Saint-Privat, Mario Ramsamy et l'orchestre Laurent Contat, confié à la SARL Plein Feu, organisation Robert Morel, 6 298 rue du Bonban à Montfavet, pour un montant de 21 000 €. La décision 95. Il s'agit de l'avenant numéro 1 de MAPA 14-2025, travaux d'aménagement intérieur de la nouvelle poste de la commune de Rousset. Le lot numéro 4 pour les menuiseries intérieures confiées à la SARL Guéra, assise à la salle des étangs, rue de Courtine à Saint-Michel-les-Remparts, pour un montant de 5 834 €, 40 TTC. La décision 96, il s'agit du MAPA 14-2025 et l'avenant numéro 1. Pour des travaux d'aménagement intérieur de la nouvelle poste de Rousset, le limite électricité avec la SARL Eurelec Europe Électricité pour un montant de 1 080 € TTC. La décision 97, consultation CSCP 6 2025, avenant 1, travaux de gros œuvres de façade de la nouvelle poste confiée à la société SAS NSBTP. AMUCLS encore caroncé pour un montant de 6 236,40 €. La décision 98, projet des festivités sur la commune de Rousset, saison 2026, fête de la Saint-Privat, animation par l'orchestre Chris Rémy, pour un montant de 3 000 € TTC. La décision 99, une demande de subvention au titre du Fonds d'aide au football amateur, rénovation énergétique de l'éclairage des terrains honneurs et annexes de la plaine sportive pour un montant de 20 000 €. La décision 100, il s'agit de la saison 2026 de la tournée d'été de la Marseillaise qui sera présente à Rousset le 13 juillet au soir pour un montant de 10 000 € TTC. La décision 101 des travaux de ravalement de façade de la centre ancien, il s'agit d'une subvention pour M. Longthierry pour un montant de 8 424 € UTC. C'est la superbe façade du café Carmin. La décision 102, une subvention à la région, une aide aux forces de sécurité. Il s'agit de l'acquisition des gilets pare-balles pour notre police municipale. La subvention est de 50% pour un montant de 2 463,75 € hors taxe.
La décision 103, une convention de partenariat culturel entre le département et la commune, dispositif Provence en Seine, en date du 18 mai 2026. La décision 104, avenant numéro 2 pour la construction des 2 terrains de padel, lot 2 pistes de padel, confiée à la société SAS Metal Laser de Roussé, pour un montant de 3 677,76 €. Excusez-moi. Au niveau de cette décision, c'est quoi les travaux sur les qui auront panneaux? C'est quels travaux qui sont Qui ont été confiés à Metal Laser, Ouais. c'est toute la structure purement paddle, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Je pense que ça doit être des trucs en verre, le métal, tout ce qui va avec. Metal Laser, société Bruxelles, est spécialisée justement dans la conception de ces pistes de paddle. Ce sont des travaux qui ont déjà été faits. Ah oui, oui, on C'est refait. là-bas, oui, Oui, c'est bien pas sûr. La décision 105, contrat conclu avec la société Alpes Contrôle pour le contrôle technique de la construction d'un système de rafraîchissement d'air à l'école Simone Veil, 1800 € hors taxe. La décision 106, il s'agit de l'annulation de la délibération 35-2026 du conseil municipal portant l'adoption du budget primitif, et on a désigné le cabinet Filae Avocat pour nous défendre face à M. Boileau. La décision 107, les travaux de rénovation des installations d'éclairage sportif et d'éclairage public de la commune de Roussé. Lot 1, éclairage sportif, mission de coordination sécurité et protection de la santé, confiée au bureau Veritas Construction à Aix-en-Provence pour un montant de 3 204 € TTC. La décision 108, convention de droit de représentation conclue avec l'espace musical de Roussé, un orchestre en thème et les musiques slaves. C'est pour le 10 janvier 2027, donc je pense que c'est le concert du Nouvel An, à 17 h à la salle des fêtes, et pour un montant de 10 000 €. La décision 109, convention de droit de représentation conclue avec l'ensemble Giocoso, un orchestre qui interprétera les 4 saisons, petite suite pour Monette avant, concerto pour piano numéro 3. Ça sera le 11 mai 2027 à la salle des fêtes à 20h30 et pour un montant de 9 000 €. La décision 110, MAPA 14-2025, avenant numéro 1, travaux d'aménagement intérieur de la nouvelle poste de la commune de Roussé, lot 2, menuiserie de l'extérieur. La société, c'est Harmonie de l'Habitat à Gardade, et le montant, c'est moins 35,25 €, soit un nouveau montant du marché à 28 001 €, 554, ouais, il y a peut-être une suite de taux. Ça doit être 54. Parfait. La décision numéro 111. Un contrat de cession de droit de représentation conclu avec la SAS Les Petites Heures. Le spectacle s'appelle Touché par les faits. Il aura lieu le 11 mars 2027 à 20h30 à la salle des fêtes et le montant est de 8 334,50 € TTC. La décision 112, avenant numéro 1, travaux d'aménagement intérieur de la nouvelle poste de Roussé, le lot 7 pour CVC Plomberie. On est avec la SAS Technique Chaud-Froid à Septembre-les-Vallons et il n'y a pas d'incidence financière. La décision 113, il s'agit d'un contrat de cession de droit d'exploitation conclu entre la commune et la compagnie Poisson Pilote. Le spectacle s'intitule Petite Baleine. Il sera programmé le 14 avril 2027 à 16 h à la médiathèque Roger Deschartres et le montant est de 600 €. La décision 114, il s'agit d'un contrat de cession de droit d'exploitation conclu entre la commune et l'association collective L'Émeute, spectacle Le Jeu de l'amour et du hasard, 14 janvier 2027, 20h30, salle éminente, 9 539,10 €. La décision 115, cession de droit de représentation entre le grenier Babouchka, spectacle s'appelle Marius, ce sera le 11 février 2027 à 20h30 à la salle des fêtes pour 8 334,50 €. La décision 116, la rénovation des installations d'éclairage sportif et d'éclairage public,
Le lot 1, éclairage sportif, c'est une mission de coordination sécurité et protection de la santé, confiée au bureau Veritas Construction à Aix-en-Provence. Décision modificative, le montant est de 3 204 € TTC. La décision 117, contrat de cession de droits de représentation entre l'association Mucinem Compagnie, Le Chemin des Yeux, le spectacle BD concert L'Enfant Autre, à la salle Émilien Ventre à 14h30 le 6 octobre 2026 pour 1 380 € TTC. La décision 118, la commune de Rousset, une affaire entre la commune de Rousset et M. Sébastien Benardo. On a désigné le cabinet Philae Avocat pour défendre les intérêts de la commune pour un montant de 1 800 € TTC. La décision 119, assurance annulation de la manifestation proposée par Smackle Assurance pour l'organisation d'un concert vedette Mario Ramsani et l'orchestre Laurent Conta le 28 août 2026. Le montant de l'assurance est de 867,81 €. La décision 120, c'est le MAPA 7 2026, les travaux de rafraîchissement des salles de classe de l'école maternelle Simone Veil. Ça a été confié à la SAS CMT, qui se trouve à Aix-les-Milles, pour un montant de 214 770,21 €. Excusez-moi, une question. Je voudrais savoir quels sont les types de travaux qui vont être faits et quand cela va être fait. Alors, ça a été terminé aujourd'hui. C'est Et mis en service aujourd'hui. D'accord. Il s'agit de l'ajout d'un bloc de froid qui va permettre de faire un rafraîchissement plus important des classes de l'école maternelle. Donc, climatisation ? En fait, on a déjà un système de pompe à chaleur et de ventilation maîtrisée dans le cadre de la norme. En fait, là, on va pulser dans le plancher chauffant du rafraîchissement Du froid. Voilà. Pour le confort de nos enfants qui souffrent de la chaleur. Le réchauffement climatique accélère. J'ai lu une très belle publication qui dit nous sommes en train de vivre l'année la plus froide des 30 prochaines années. Et je pense que oui, mais c'est marrant en fait, le réchauffement climatique s'accélère. Alors où on est où? On en est à la décision 121. Commune de Rousset contre M. Olivier Boileau, annulation de la délibération 35-2026 du Conseil municipal en date du 23 avril, portant adoption du budget, tout à l'heure c'était le rapport, c'est ça? Non, c'est le budget, c'est la même. Il n'y a qu'une seule requête. La première, c'est le choix de l'avocat. Le deuxième, c'est le montant des honoraires. Ah, merci, M. Boileau. Donc voilà, le montant des honoraires est de 9 600 € TTC. La décision 122, convention conclue avec l'association Ayel de Rousset pour la participation de la ville à des stages organisés par l'association pour les vacances d'été. La décision 123, le MAPA numéro 5, fourniture en charcuterie, confiée à Primarest à Marseille, 42 200 € TTC pour un an, renouvelable une fois. Décision 124, contrat de migration flash pour les licences de mail conclue avec la société Orange Business pour 1 259 € TTC. La décision 125, on est sur le MAPA 6 2026, acquisition de fournitures et de matériel scolaire. C'est la SAS Lacoste qui se trouve au Tort, en Vaucluse, et le montant est de 31 597,25 € TTC par an, renouvelable 2 fois. Pas d'autres questions? Je vous Il aurait peut-être été intéressant, parce que c'est une affaire qui concerne la municipalité, expliquer c'est quoi l'affaire Olivier Boileau contre la ville de Rousset en quoi quels sont les 5 moyens que j'ai. Essayez d'expliquer-le en synthèse pour l'ensemble des personnes, mais tout le monde au sein du conseil municipal est tout le monde, mais allez-y, je vous écoute.
Alors, donc j'ai déposé une requête auprès du tribunal administratif demandant l'annulation de la libération budgétaire, sur lequel je développe 5 moyens, 2 externes, moyens externes, ce sont des vices de procédure, et 3 internes, qui sont des moyens sur le fond. Les 2 externes, comme vous le savez, c'était un petit peu ce que j'avais soulevé en réunion, y compris lors du conseil municipal, y compris quand je vous divulgue des articles pour expliquer qu'il y avait des termes, des indicateurs qui étaient obligatoires, qui n'étaient pas présents et que la municipalité a décidé de ne pas présenter. Donc ça, c'est un des premiers. Le deuxième est un non-respect des délais. Le troisième, là, c'est des indicateurs externes qui sont susceptibles d'annulation en tant que tel du budget, de la totalité du budget, et 3 indicateurs terrain. Je vais être bref. 3 indicateurs sur le fond, il y a les moyens internes, donc ce qu'on appelle les moyens internes. Donc le premier est d'expliquer, qui revient, pourquoi les indicateurs obligatoires n'ont pas été présentés. En fait, de ne pas les présenter permettait de masquer le fait de l'autofinancement s'effondrer. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le premier moyen interne. Le deuxième moyen interne, donc sur le fond, est sur la question d'investissement, c'est-à-dire l'importance des investissements présentés qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas réalisés. Donc ça, c'est vraiment, je reprends y compris sur le passé. Et le troisième moyen, très bref, qui était sur les dépenses de fonctionnement. Je ne rentre pas dans les éléments. Normalement, j'avais envoyé à ceux que je pouvais, aux adjoints, la requête pour qu'ils soient totalement informés. Je ne sais pas si ça a été diffusé aux autres. Bien sûr. Pas de problème, mais c'est vrai que ça, vous faites preuve d'une technicité que personnellement je n'ai pas. Et donc, eh bien, j'ai demandé au cabinet Philae de pouvoir défendre les intérêts de la commune à hauteur de 9 600 € quand même, parce que ça dépasse largement mes compétences de docteur en pharmacie. Je ne suis pas docteur en économie. Mon truc, c'est plutôt le suppositoire, le comprimé effervescent, que les tableurs Excel financiers. J'en suis bien désolé. C'est un mémoire de 25 pages avec 23 annexes. On arrive au projet numéro 1. Il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2025 et je donne la parole à M. Jamet, que je remercie de sa présence. Alors, le compte de gestion, c'est celui du comptable public. Vous savez que c'est la dernière fois que vous allez approuver le compte de gestion du comptable public, puisque l'année prochaine, on aura un compte financier unique qui regroupera et le compte administratif et le compte de gestion. Donc, rapidement, hein, puisqu'on va parler du compte administratif un peu plus loin, ce que je peux vous dire, c'est que donc, ça regroupe les opérations comptables de la commune, mais présentées par le côté comptable public. Et bien sûr, vous avez exactement les mêmes opérations que dans le compte administratif. Alors, si vous voulez contrôler, on peut dire, c'est surtout l'état de consommation des crédits. Il n'y a pas de pagination, mais c'est là qu'il faut aller voir. L'état de consommation des crédits en dépenses et en recettes, et vous apercevrez que c'est exactement les mêmes comptes qui apparaissent, les mêmes montants, et les mêmes résultats sur ce qu'on appelle le résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés. Donc voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Donc il s'agit d'approuver le compte de gestion de monsieur le comptable des finances publiques. Voilà. Avant de parler du compte administratif. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Est-ce qu'on peut approuver le compte de gestion de monsieur le comptable public? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Maintenant vient la présentation du compte administratif. Je vais laisser la présidence à M. Safré, premier adjoint, et je me retirerai au moment des débats et du vote. Ou je me retire de suite. Non, non. Non, reste encore un peu. Oui, vous pouvez. Le maire doit rester pour la présentation. Alors, je vous laisse la parole pour la présentation, M. Jamet. Donc, cette année, on vous a fait une note, donc je vais vous résumer la note qui reprend donc l'analyse du budget, du compte administratif de la commune et du compte administratif du cimetière. Donc, je vous précise bien sûr qu'il faut le voter avant la fin de ce mois-ci, que ça retrace toutes les recettes et les dépenses de gestion courante de la collectivité, que l'excédent dégagé par cette section est utilisé en priorité pour rembourser le capital emprunté et également autofinancer les investissements. La section d'investissement retrace les programmes d'investissement en cours et à venir.
Donc, dans le document, on peut effectivement aborder la santé financière de la commune. Donc, on rappelle que le maire doit quitter l'Assemblée lors du vote. Donc, on aborde maintenant le compte administratif. En page 7 du document, vous avez donc l'exécution du budget de l'exercice 2025 avec des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 16 089 966 euros et des recettes de fonctionnement de 17 617 619, soit un excédent de fonctionnement sur l'exercice 2025 de 1 527 653. Ainsi, après la reprise des résultats de l'exercice antérieur d'un montant de 1 599 338, on a un excédent global de fonctionnement à la fin de l'exercice 2025 de 3 126 991 euros. Vous avez des dépenses d'investissement sur l'exercice 2025 d'un montant de 5 360 665 euros et des recettes d'investissement de 4 646 598 euros, soit un besoin de financement sur l'exercice de 714 058 euros. Et après reprise des résultats de l'exercice antérieur d'un montant de 4 656 131, un excédent global de la section d'investissement de 3 942 073, soit un excédent global sur l'ensemble des deux sections d'un montant de 7 069 064 euros. Je vous signale qu'il y a également des restes à réaliser en dépenses et en recettes sur la section d'investissement qui correspondent soit à des dépenses engagées mais non payées à la date de l'arrêté des comptes, soit des recettes certaines liées à des opérations de l'exercice 2025 mais non encore encaissées à la date de l'arrêté des comptes. Ces restes à réaliser s'élèvent, ils sont dans le document budgétaire, bien sûr, à 2 637 102 euros en dépenses d'investissement et à 794 298 euros en recettes d'investissement. Donc je vous signale que ce détail se trouve en page 8 et suivante du document. L'excédent de la section d'investissement, une fois réintégré les restes à réaliser, s'élève à la somme de 2 099 269 euros. On va à présent analyser un peu plus en détail les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement. Donc les recettes réelles de la section de fonctionnement, essentiellement la fiscalité. Alors, dans la fiscalité, on y met également les attributions de compensation et la dotation de solidarité communautaire, les dotations, les produits des services du domaine et les ventes diverses. Pour l'exercice 2025, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 17 496 180. Elles étaient de 16 820 979 en 2024. Donc vous avez le détail. Les impôts et taxes représentent 69% de nos recettes de fonctionnement, regroupent pour l'essentiel les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire, le fonds de péréquation, le PIC, le fonds de péréquation communale et intercommunale, pour un montant de 8 334 770 euros au chapitre 73. Vous avez également une partie du produit de la fiscalité, mais qui est sur le chapitre 731, qui correspond ce qu'on appelle les allocations compensatrices versées par l'État. Après, vous avez les dotations et participations qui représentent un montant d'environ 20% de nos recettes réelles. Vous avez là le reversement par l'État lié à la réforme des bases du foncier bâti industriel pour un montant de 2 257 039, mais également la partition de la CAF, à l'ensemble de nos services liés aux scolaires, préscolaires, jeunes, etc., pour un montant de 1 110 240 euros. Le produit des services, qui représente 5% des recettes réelles de fonctionnement pour un montant global de 925 981 euros. Vous avez après des autres produits de gestion pour un montant de 434 000, qui représente environ 3% de nos recettes de fonctionnement. Il s'agit essentiellement, je vous signale, du revenu des immeubles de la commune pour 306 000 euros environ. Des atténuations de charges, remboursement par l'assurance d'une partie des salaires des agents placés en congé de maladie, ça représente 479
environ 3% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Donc vous avez le détail, après, avec son évolution entre 2021 et 2025. Donc impôts et taxes, dotation, subvention et participation, recettes et d'exploitation, autres recettes, total des recettes réelles de fonctionnement, une augmentation donc, entre 2024 et 2025 sur le total des recettes réelles de fonctionnement d'environ 4%. On va aborder les dépenses réelles de fonctionnement. Donc là, bien sûr, les dépenses du personnel, le poste le plus important, les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante. Pour l'exercice 2025, les dépenses réelles de fonctionnement retraitées, c'est-à-dire qu'on retranche les travaux d'investissement en régie, s'élèvent à un montant total de 15 millions de travaux d'investissement en régie. C'est des travaux d'investissement faits par les services municipaux. Je précise que je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que le montant donc, de 15 127 165, elles étaient de 15 083 1673 en 2024, soit une très faible augmentation. Il y a des compositions avec le tableau. Les charges de personnel, avec un montant de 9 104 592 en 2025, sont bien sûr la principale dépense de la section de fonctionnement, puisqu'elle représente 60% du total des dépenses réelles. Elles étaient de 9 352 842 en 2024, soit une baisse d'une année sur l'autre de 2,5%. Elles ont été impactées à la fois par l'augmentation du taux de cotisation patronale à la caisse de retraite des fonctionnaires, on en a parlé souvent, la CNRACL, par les avancements de grade et d'échelon des agents, mais également par la mutation des agents qui travaillaient exclusivement pour les CCS de la commune et qui ont quitté les effectifs de la commune. Les charges à caractère général, chapitre 11, avec des dépenses qui s'élèvent à 3 299 545, représentent environ 22% des dépenses réelles de la section de fonctionnement. Elles étaient de 3 441 656 en 2024, soit une diminution d'environ 4%. Elles correspondent par exemple à l'achat de prestations de services, 562 000 €, électricité, 551 000 €, combustible, 180 000 €, alimentation, 209 000 €, maintenance des équipements, 154 000 €, entretien et réparation des bâtiments, 146 000 €, fêtes et cérémonies, 129 000 €, taxes foncières, 93 000 €. Les autres charges de gestion, chapitre 65, s'élèvent à un montant de 1 271 940. Elles représentent environ 12% des dépenses réelles de la section de fonctionnement. Elles étaient de 1 542 000 en 2024, sur une augmentation de 21%. On en a parlé souvent, c'est lié essentiellement à l'évolution de la subvention attribuée au Centre communal d'action sociale. Elles correspondent, par exemple, aux subventions versées aux associations, 957 100 €, aux participations aux différents syndicats intercommunaux, 222 074 €, subvention à CCS, 467 800, et aux indemnités de fonction versées aux élus pour 112 924 €. C'est le chapitre 66. Les charges financières, chapitre 66, avec un montant de 192 685, représentent environ 1% des dépenses réelles de fonctionnement. Elles étaient de 377 848 € en 2024, soit une diminution de 49%. C'est lié au remboursement par participation de plusieurs emprunts. On en a parlé plus souvent. Les atténuations du produit, chapitre 014, avec un montant de 688 292 €, ce qui est quand même pas mal, représentent environ 4,5% du total des dépenses réelles de fonctionnement et sont en nette augmentation, essentiellement liées à la mise en œuvre du DILICO, dispositif de lissage conjoncturel. Elles étaient de 453 000 € en 2024. Ce sont des dépenses reconnues par l'État. Donc, vous avez donc après le tableau récapitulatif avec l'évolution entre 2024 et 2025, charges de gestion, charges de personnel, activation de produits, charges financières, autres dépenses, les totales de dépenses de réel de fonctionnement non retraités et les totales de dépenses réelles de fonctionnement retraitées. Après, on aborde la section d'investissement. À l'inverse de la section de fonctionnement qui implique des recettes et des dépenses récurrentes, la section d'investissement comprend des recettes et dépenses définies dans le temps en fonction des différents projets de la collectivité.
Les recettes réelles d'investissement. Concernant les recettes réelles d'investissement, on retrouve principalement les subventions d'investissement provenant de l'État, de la région, du département, de la métropole, le FCTVA, Fonds de compensation de la TVA, et la taxe d'aménagement, qui a tendance à se réduire fortement. L'excédent de fonctionnement capitalisé, donc c'est ce qu'on prend sur la section des recettes de fonctionnement pour financer la section d'investissement. Pour l'exercice 2025, les recettes globales d'investissement s'élèvent à 4 646 598. Elles étaient de 4 318 000 en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante. Subvention d'investissement, donc 1 324 813. Dotation en fonds divers et réserves, 2 086 839. Dont les 68, 1 513 000. Donc c'est le financement. Autre recette d'investissement, vous avez 1 234 944, ce qui fait un total, les recettes d'investissement de 4 646 598 et un total de recettes réelles d'investissement de 3 727 158. Les dépenses réelles d'investissement. Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours et le remboursement des emprunts. Pour l'exercice 2025, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à un montant total de 5 239 718. Elles étaient de 6 629 630 en 2024. Donc vous avez les immobilisations corporelles, 66 127, les immobilisations incorporelles, 66 127, les immobilisations corporelles pour 2 028 238, les immobilisations en cours pour 1 656 166. Vous avez le détail dans le document budgétaire, vous avez le détail de tout, vous savez, vous pouvez voir tous les chapitres. Emprunt et dette assimilée, donc on est à 504 549 euros. Autres dépenses d'investissement, 985 638. Total dépenses réelles d'investissement, 5 239 718. Les dépenses réelles d'investissement sont toutes les dépenses qui vont varier durablement la valeur de l'agrandissement du patrimoine. Donc acquisition mobilier, matériel informatique, véhicules, etc. Et de tailles d'opération, je viens de le dire. Alors il faut aussi également préciser que vous avez des opérations pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'on fait des travaux pour le compte essentiellement de la métropole. Et bien sûr, ce sont des opérations blanches pour le budget, puisqu'on dépense et on a la recette qui passe. Mais ça impacte le budget. Après, vous avez les résultats de l'exercice. Donc vous avez plein de tableaux. Section de fonctionnement, donc pour dépenses, recettes, un solde d'exécution de 1 527 000, on en a parlé, section d'investissement, dépenses, recettes, moins 714 000, ce qui fait un total donc, sur les deux sections, un solde d'exécution de 813 000. Vous avez les reports, donc en section de fonctionnement 1 590 338, section d'investissement 4 656 131. Après, vous avez les totaux. Donc, section de fonctionnement 16 089 000 en dépenses, 19 216 957 en recettes, qui fait un solde d'exécution pour la section de fonctionnement avec les reports de 3 56 991. Et en section d'investissement, dépenses 5 360, recettes 9 302 729 avec les reports, ce qui fait un solde d'exécution de 3 942 €, et un total 21 450 en dépenses, en recettes 28 millions, ce qui fait un solde d'exécution de 7 064 qui correspond exactement au chiffre du compte de gestion. Les restes à réaliser, donc, ils apparaissent en section d'investissement de 2 637 102 et en recettes pour 794 298, comme on a parlé. Donc, on parle de l'épargne brute. Vous savez, on en parle souvent. C'est la différence entre les dépenses et les recettes réelles sur l'exercice. En fait. Donc, vous avez après un tableau qui reprend les dépenses réelles de fonctionnement, les recettes exceptionnelles, les recettes de fonctionnement non retraitées, les dépenses dont les dépenses exceptionnelles, l'épargne brute non retraitée. Donc là, c'est essentiellement les travaux en régie en fait, qui font la différence avec l'épargne brute non retraitée. Donc, amortissement du capital et les travaux en régie. Vous avez les détails de tout ça pour permettre de calculer toutes les épargnes. Et on a terminé. Et après, on fait un petit résumé du budget annexe du cimetière, qui
qui reprend l'ensemble des opérations comptables d'achat et de vente assez simple. En définitive, c'est une gestion de stock. On en a parlé souvent. On avait un déficit sur ce budget. On a été obligé de faire la commune de Roussé, le budget général, a fait un prêt, une avance remboursable au budget annexe du cimetière pour permettre de faire face à ces échéances. Et on rembourse dans le temps en fonction de l'évolution des recettes du service. Voilà. Pierre, merci pour cette présentation et pour cette synthèse qui montre clairement la qualité du travail effectué par les services à la tête duquel Marie-Josée œuvre au quotidien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des interventions? Alors, par rapport au contenu du document, deux éléments qui font ici par rapport au débat, au premier débat qu'on a vu lors du rapport d'orientation budgétaire qui était parmi nos demandes. La première était, effectivement, on a une baisse des dépenses de personnel. Mais ce qui avait été sollicité, c'est d'avoir un petit peu qu'est-ce que représentait le transfert de personnel. Parce que parler d'une baisse, j'expliquais une grande partie qui est liée à ce personnel, on ne sait pas combien, donc on ne peut pas mesurer avec des structures identiques est-ce qu'il y a une augmentation, est-ce qu'il y a une diminution. Donc ça, c'est un élément qu'on n'a pas. Donc ça, c'est un deuxième élément qui a un problème beaucoup plus sur le fond. C'est qu'on avait soulevé lors du débat d'orientation budgétaire, il y a un certain nombre de questions. Vous présentez tout un programme d'investissement de détail. Vous avez indiqué clairement qu'on aurait la possibilité, à partir du compte de résultat, d'avoir tous les éléments qui nous permettront de comprendre ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des postes, vous indique des postes. Aujourd'hui, c'est présenté en normes comptables et il n'y a aucune possibilité de faire le raccord. Là, c'est un vrai problème de flux d'information. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait. On a d'une année sur l'autre, nous indique des dépenses, par exemple, sur l'école, sur le groupe scolaire, des dépenses d'études, elles ont été faites, pas faites, réalisées. On a dans le débat d'orientation pour le 2026, nous indique ce n'est plus des dépenses pour une nouvelle école, mais c'est des études de faisabilité qui concernent la réhabilitation de l'école pour savoir si l'école. On ne sait pas est-ce qu'il y a quelque chose qui est réaffecté dessus ou pas. On ne sait pas non plus, c'est des choix à faire et les études nous non, mais permettront de c'est-à-dire qu'il y a comme des dépenses qui ont été théoriquement affectées, il aurait été nécessaire de savoir quel pourcentage ont été réalisés ou pas, ou si ça a été abandonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des catalogues, surtout quand on arrive à un taux de réalisation, c'est ce qu'avait soumis la Cour des comptes en 2022, taux de réalisation des investissements déclarés par la ville de Roussé et qui sont réalisés, qui étaient très faibles. Donc en fait, on annonce beaucoup de programmes, beaucoup de choses, et on ne sait pas ce qui est finalement fait. Et cette année, c'est la première fois qu'on n'a même pas le raccord entre les deux. D'habitude, il y a un programme, officiellement, on ne sait pas ce que c'est une nouvelle mandature ou des trucs comme ça, mais ce qui s'est passé entre 2025 et 2026, c'est le trou noir. Personne ne le sait. Donc là, ça pose quand même un problème de fond. On vote le budget de la commune par nature, pas par programme. Donc voilà. Après, c'est interne. C'est interne. C'est interne, c'est quand même un problème. On signale un montant d'investissement, on n'a aucune idée de la nature de ce qui est réalisé effectivement, ça pose un problème. C'est ça que normalement, dans nos dépenses, sur chaque élément, il devrait être affecté, tel poste de dépense, telle étude est affecté à telle opération. C'est pas dans les normes comptables. Vous avez dans les normes comptables, vous avez généralement, vous devez savoir exactement. Nous, on gère de façon interne, mais quand on présente le compte administratif, il est réglementaire. Mais je dis. On ne peut pas faire autrement. Non. Nous avez indiqué lors du débat d'orientation budgétaire que nous aurions, avec ces éléments-là, ce détail, ce n'a pas été fait. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qui a été effectivement réalisé. Mais vous avez demandé de ne pas écrire. Mais on l'a demandé, on a demandé l'intervention, s'il faut refaire un courrier, mais de toute façon, c'est normal. Dans la plupart des collectivités locales, comme on a un programme d'investissement, on a le pourcentage de réalisé. Moi, je comprends pas ce que tu souhaites exactement. Essaie d'être plus clair. Parce que dans le document du compte, le compte administratif, tu as le détail des opérations. Tu as le détail par chaque à la fin des années. Mais on ne rentre pas dans les sous-détails, bien sûr. Je ne comprends pas ce que tu attends de service comptabilité. Ce qui était nécessaire, quand, dans le débat d'orientation budgétaire, dans les éléments, on a présenté, voilà toutes les opérations qui sont faites. Chacune des opérations se ventile par différents postes comptables. Dans le PPI? Dans le DOG, c'est l'explication. Dans le DOG, c'est le premier conseil. C'est la programmation. C'est la programmation. Oui, c'est la programmation. Non, mais qu'est-ce qui a été réalisé sur cette programmation? C'est-à-dire aujourd'hui, on fait une programmation, personne n'est capable de dire qu'est-ce qui est réalisé.
Et là, ça pose un problème. Bien sûr. C'est un croisement de tableau. J'ai fourni l'information. On peut le faire. Mais voilà, on est tout à fait capable de répondre. Nous sommes passés chaque centime d'investissement lors de l'année 2025. Sauf que le document qu'on présente là, il est formaté d'une certaine manière qui ne permet pas de l'afficher. Maintenant, si vous voulez savoir le détail de tous les investissements de l'année écoulée, vous les aurez très facilement en les demandant. Parce qu'on n'a pas. Il n'y a pas de correspondant de programme et de crédit paiement dans notre commune, c'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix. Donc on ne peut pas vous le donner comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse un document spécial pour vous. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Et autre remarque, quand on change un document, ce qui aurait été intéressant, c'est entre le compte administratif qui nous a été communiqué il y a un mois, il y a 3 semaines, et le compte administratif, il y a eu des petits changements, Oui, on a. c'est d'informer au minimum les élus remplacent le document précédent. Parce que quand on se rend compte que finalement on a des tableaux qui ne sont pas identiques, on peut avoir travaillé sur un, ah bah finalement c'est plus le même. Tout s'appelle même document, même élément, ça pose aussi un problème sur un forum. Oui, il y a juste une seule modification. Il y a une modification. Donc il y a une modification identifiée, la question est-ce qu'il y en a d'autres. Effectivement, c'était sur le tableau des emplois où il manquait le poste de directeur général. Il ne change pas le nom. Non, c'est le poste fonctionnel. Jusqu'à maintenant, y compris sur la maquette budgétaire, sur les éléments, sur tout ce qui est transmis, il n'existait pas de poste en plein fonctionnel. Suite, là, aujourd'hui, il n'existait pas non plus dans le compte administratif il y a un mois. Aujourd'hui, dans le nouveau compte administratif, il apparaît un emploi fonctionnel. Ce qui est logique que c'était obligatoire. Mais ce sont des éléments d'information. Écoutez, les services sont à votre disposition pour s'améliorer grâce à votre expertise que je n'ai pas encore une fois. Je confie la présidence pour le vote à M. Sardé et je reviens dans quelques minutes. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, approuvé. Merci. Vous pouvez rentrer. Merci. Donc, le projet numéro 3 consiste à l'affectation des résultats de 2025. Donc, l'excédent de fonctionnement qui est de 3 126 991,44 va être avec au 1068 R l'excédent de fonctionnement capitalisé de 1 279 730 et 002 R le report d'excédent de fonctionnement du budget primitif 2026 de 1 847 261,44 €. L'excédent d'exécution d'investissement pour 3 942 073,31 sera affecté au 01 R excédent d'investissement reporté au budget primitif 2026. Des oppositions. Deux oppositions, des abstentions. Abstention, autant pour moi. Donc 3 abstentions. Et le reste est pour. Merci. Le budget annexe des cimetières. Alors pareil, le compte de gestion du percepteur que je vais vous demander d'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je vais laisser à Pierre Janet le soin de vous présenter le compte administratif des cimetières. J'en ai parlé, je l'ai déjà présenté, vous avez compris, c'est gestion de stock. C'est vrai que vous en avez parlé tout à On en a l'heure. parlé déjà dans Du l'analyse. coup, s'il y a des questions pour le cimetière, avec le beau mur tout refait, tout beau, c'était un peu long. Des oppositions, des abstentions. Ah non, non, c'est pas moi qui fais voter. Sur sa frise, repart. Alors, qui s'abstient? Pour le compte administratif. Qui
Qui est contre? Ok, approuvé. Tu peux rentrer. Est-ce que nous avons une unanimité sur Oui, je vais sentir la unanimité. Merci, belle unanimité. Donc, eh bien, on va affecter le résultat 2025 du cimetière en investissement. Le solde d'exécution est de 32 880,67 € que l'on va reporter en excédent d'investissement R001 au budget 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 7 concerne les subventions aux associations. Si vous vous souvenez, le mois dernier, nous n'avions pas le dossier de la FCPE pour le primaire et la maternelle. Ce dossier a été renvoyé et je vous propose de leur attribuer une subvention identique aux années précédentes, c'est-à-dire 500 €. Des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Le point numéro 8, il s'agit d'une décision budgétaire. Il s'agit d'inscrire au budget les opérations pour compte de tiers. Vous savez que la métropole fait la requalification de l'avenue Olivier Perrois. Et donc, cette opération réalisée pour le compte de tiers, en l'occurrence ici pour le compte de la métropole, est entièrement neuve pour le budget de la commune. Chaque euro dépensé est remboursé par la métropole, conformément à la convention TTMO signée par les parties. Donc, en dépenses d'investissement, nous avons 67 000 € qui se répartissent au chapitre 45 opérations pour le compte des tiers, avec le compte 458 122 TTMO au musée Olivier Perrois 60 000 et au compte 458 123 TTMO AEP Olivier Perrois 7 000 €. Et au niveau des dépenses d'investissement, au chapitre 45, nous avons au 458 222 TTMO au musée Olivier Perrois à 60 000 et au 223 TTMO AEP Olivier Perrois pour 7 000 €. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Le point numéro 9, il s'agit de la mission locale du Pays d'Aix. Il faut désigner les membres qui siégeront dans cette instance. Donc, il y a un premier membre de droit, c'est votre serviteur. Et je vous propose, compte tenu du thème qui est celui de l'emploi de nos jeunes de 16 à 25 ans, de nommer comme suppléant Madame Anne Gournay. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Déjà, sur la forme, quand on fait une désignation, le prix, ça serait d'indiquer soit il y a un appel à candidature, c'est effectivement le droit aux éléments, mais simplement d'indiquer qui est candidat, qui n'est pas. C'est normalement appel à La désignation. désignation, je viens de vous le dire, le premier membre qui est désigné de droit, c'est le maire, en l'occurrence moi. Et ensuite, j'ai besoin d'un suppléant. Et j'ai donc désigné Madame Gournay pour être ma suppléante. À part, c'est très intéressant de dire de voter, à part dans cette délibération, il est écrit, lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination au conseil municipal, vous expliquez toute la procédure de nomination, vous dites, bah non, si je désigne. Donc c'est simplement la cohérence du texte par rapport à la procédure. Vous nous envoyez un document, on ne sait pas qui, quoi, comment, on désigne quelqu'un, mais on ne sait pas comment, on nous donne un procédure. Il ne s'agit pas d'une élection, mais d'une désignation, donc ce truc-là n'est pas adapté, on l'enlèvera de la délibération. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On enlèvera tout ce qui concerne l'élection plutôt que la nomination plutôt que la désignation, puisqu'il s'agit là d'une désignation. Parce qu'en fait, c'est une information. Maintenant. Non, parce qu'on va voter. À la fin de votre intervention, on vote. On peut y aller? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 10, il s'agit d'un mandat spécial accordé aux élus afin d'accompagner les enfants élus au conseil municipal des enfants à Paris pour une visite non pas du Sénat mais de l'hôtel de Matignon. Alors, la date qui nous a été fixée par Monsieur le Premier ministre est arrivée de façon très rapide et ne nous a pas permis de vous présenter le projet avant d'effectuer le voyage.
Et donc nous vous demandons, peut-être à contre-temps, mais de nous accorder ce mandat qui nous a permis d'accompagner le conseil municipal des enfants à l'hôtel de Matignon, où nous avons été très bien reçus et qui restera, je pense, après le Sénat l'an dernier, un magnifique souvenir pour nos enfants. Des interventions. Alors, on aurait des questions concernant, on ne revient pas sur l'intérêt pédagogique du déplacement, bien évidemment. Juste par souci d'information et de transparence, on aurait souhaité savoir à combien s'est levé le déplacement pour... On fait un billet de train SNCF en 2e classe. Et qu'est-ce qu'on a mangé? On a dû... Non, je ne demande pas ce qu'on a mangé. Dans le midi, c'est Madame Joux qui nous a invités à manger. Et le soir, on leur a acheté un sandwich pour redescendre dans le... Je ne vous demandais pas ce que vous avez mangé, je vous demandais approximativement combien ça avait coûté à la Moi, commune. je n'ai pas le montant. On vous le dira. On vous le fera savoir. Tu l'as, Jean-Pierre? Je vais regarder. Allez, ben, cherche si tu le trouves, on peut le trouver. C'était pour avoir une fourchette, je ne vous demande pas pour sortir en 200 euros. Ça a été une belle épopée et on s'est retrouvés pour repartir de Paris avec tous les trains annulés. Ça a été assez folklorique. Il a fallu prendre d'assaut un train pour arriver à Orange. Non, à Avignon. À Avignon. C'est rigolo. Ça fait des souvenirs. Bon, en attendant, est-ce qu'on peut passer au vote? Puis on vous donnera l'information du montant dès que Jean-Pierre l'aura retrouvé. Qui s'abstient? Merci. Bon, si Jean-Pierre ne retrouve pas, on vous enverra ça par mail. Et ben, j'en profite parce que M. Walter devait aussi vous faire suivre concernant le conseil municipal, pas du 5, mais de fin du mois dernier. Oui. C'était sur les économies. Vous savez, quand on a parlé de... La totalité Ouais, du si vous budget, pouvez à ce moment-là que ça communiquer. représentait. Excusez-moi, je pensais que ça allait être ensuite. Non. Ça allait être un petit peu. Voilà, j'en profite. Merci. Eh bien, très bien. To-do list. Alors, le point numéro 11, il s'agit de l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Rousset. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du règlement intérieur. C'est grosso modo, par la capture vidéo, le même que celui des mandats précédents. Est-ce que vous, je n'ai pas envie de le relire entièrement, je pense que vous avez dû en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des observations? Alors, je vous écoute. Plusieurs. Donc, je remarque déjà le fait que vous avez décidé que le règlement prévoit que les groupes doivent au minimum comporter 4 membres. Donc, c'est-à-dire de fait, vous interdisez à toute opposition d'abord de se former sous forme de groupe. Donc ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est un objectif. Et deuxièmement, il y a quand même d'autres questions du point de vue réglementaire, du point de vue légal. Si vous regardez vos articles 21, votre règlement n'est pas à jour. C'est le règlement intérieur n'est plus à jour de la législation, et même en contradiction avec la législation. Si par exemple, je vous donne par exemple l'article 21, débat d'orientation budgétaire, vous citez l'article 23.12.1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 27 janvier. Or, ça a été modifié, l'article, ce n'est plus le même. Maintenant, l'article 20 porte sur autre chose. Vous nous introduisez, je peux vous lire l'article 21. L'article 23.12, c'est pour l'application de toutes les modifications. Je vous propose de nous mettre toutes vos remarques par écrit et on recevra le règlement intérieur au mois de septembre. Comme ça, on sera à jour de tous les textes et de notre côté, on regardera aussi. Mais faites-nous remonter vos informations. Je dirais que ce qui serait le plus. Déjà que le personnel, à chaque fois qu'il cite un article, qui vérifie si l'article, il suffit d'aller sur Légifrance, de vérifier qu'il est toujours à jour. C'est pas parce qu'il y a 1 an ou 2 ans il y était. Vous avez les ordonnances de 2025 qui ont profondément modifié de nombreux articles. Et aujourd'hui, sur tout un tas d'éléments, vous référez à des textes de loi qui ne sont plus à jour, y compris dans la communication des documents officiels. La direction générale des services en prend note et vous répondra. Si vous voulez bien nous donner l'ensemble des éléments, on gagnera du temps. On en vient, donc le projet 11 est retiré et il sera représenté au mois de septembre. Le projet 12, je donne la parole à M. Nestola. Oui, on doit voter ce soir une demande de labellisation faite par le Felbridge pour la ville de Rousset, c'est-à-dire que
je vous avais donné la charte, vous l'avez reçue, la charte de l'ancien Mistral. J'espère que tout le monde connaît Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature en 1904, pour son œuvre de Mireille et son dictionnaire Le Trésor du Félibrige. Sur cette charte de Mistralec, tout ce qui est souligné en jaune, on l'a déjà roussé. Et le papier que nous devons remplir avec monsieur le maire, c'est une partie avec le maire. Et il nous faut l'approbation en référent fait libre que nous avons la chance de connaître avec Philippe. Donc c'est monsieur Jacques Moutet qui a été capouillier du Félibrige à Aix. Ensuite, il nous faut une description brève des éléments motivant l'accès au label. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, comme on a le label des fleurs, villages fleuris, etc. Là, c'est un label qui est, si vous voulez, pour encourager les villes et les villages à tout ce qui est action pour la littérature provençale, les traditions provençales. Et donc, en gros, ce se fait sur Rousset, qui est reparti depuis 1985, l'année où on a créé le groupe provençal à Rousset. D'ailleurs, la description brève des éléments motivant l'accession au label, je vous le lis. Depuis 1985, année de création du groupe provençal à Rousset, devenu le groupe Aïe Vive, la commune a toujours favorisé les actions pour la maintenance des traditions provençales sur le village et sur d'autres contrées. Cette aide s'est traduite par l'allocation d'une subvention annuelle de fonctionnement et surtout le prêt gracieux de salles communales pour les danses, la chorale, l'ensemble musical, les cours de provençal, les ateliers de couture et de broderie. Et j'ai rajouté pour le dossier un folio séparé qui rappelle depuis 1985 tout ce que le groupe Aïe Vive a fait aussi bien en France, dans les régions qu'à l'étranger. Voilà, nous avons la chance d'avoir Max Nestora au sein de notre conseil municipal. Je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir de pouvoir remettre la culture provençale à l'honneur. Et donc merci Max de porter ce projet qui est une demande de labellisation auprès du Félibrige. Et je rajouterai par exemple que les festivités de mardi soir pour les feux de la Saint-Jean, qui ont été encore une réussite, c'est vraiment une tradition provençale, et même autre que provençale, puisqu'elle est européenne. Moi, je fais partie de la maintenance provençale et européenne des mainteneurs du feu de Saint-Jean. Et mardi soir, il y avait 3000 feux entre Perpignan et Ventimille. Voilà. Merci de votre attention. Merci Max. Est-ce qu'il y a des questions sur le Félibrige? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci pour cette unanimité. Nous parlons au projet numéro 13 d'une autorisation de signer des accords commerciaux relatifs à un projet d'efficacité énergétique dans le cadre du dispositif des CEE, travaux de rénovation de l'éclairage public. C'est pas Michel? Donc, à la suite des travaux de rénovation de l'éclairage public du village et le passage en mode LED, la commune présente des critères d'éligibilité à ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc, cette délibération doit permettre à M. le maire de signer un accord commercial, 3 accords commerciaux avec l'EDF, de manière à récupérer un petit peu d'argent suite à ces travaux. Alors, je vous dis tout si vous voulez, mais vous l'avez déjà fait, donc voilà. Afin d'être bénéficiaire des certificats d'économie d'énergie que le législateur a mis en place il y a quelques temps, et donc le dispositif de prime associée incitative pour la réalisation de certains travaux, la commune de Rousset doit s'engager avec un accord commercial avec l'EDF. Voilà, c'est ce que nous propose aujourd'hui. Les sommes en jeu sont au total de 11 186 €. Elles se découpent en 3 tranches distinctes qui correspondaient initialement aux 3 étapes de rénovation de l'éclairage public. Donc, il y a une tranche à 4 659, à 3 814, puis à 2713. Voilà, on va faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Au-delà de ça, je peux aussi annoncer que d'ici la fin de l'année, si tout se passe comme nous l'avons prévu, l'ensemble de l'éclairage public, que ce soit en voirie ou en équipement sportif, sera 100% LED. C'était prévu sur 3 années, puis finalement on a la capacité de financer sur une seule année, et on n'oubliera pas de le mettre l'année prochaine quand on étudiera les documents de compte de gestion. Très bien. C'est le signaler. Alors, ce partenariat avec EDF, est-ce
qu'il y a des questions, des oppositions ou des abstentions? Merci. Le projet numéro 14. Il s'agit de la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires au profit du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS 13. Il m'a semblé important de signer une convention cadre avec les pompiers des Bouches-du-Rhône de façon à faciliter le détachement des agents de la collectivité qui sont parallèlement pompiers volontaires. Et donc la convention est annexée au projet de délibération et je vous demande votre avis et votre aval. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bon là apparemment ça concerne qu'un seul agent communal. Est-ce que ce dispositif va être disposé à l'ensemble du personnel municipal? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que ça va être porté par une politique RH particulière ou... Non, parce que la continuité du service passe avant la mise à disposition. C'est-à-dire que nous ne pourrons mettre à disposition du SDIS des agents de la commune que dans la mesure où le service public est maintenu. Pour autant, on peut aussi faciliter ce truc-là. C'est quelque chose qui, pour moi, relève de l'engagement civique. C'est très bien de pouvoir permettre aux agents pompiers volontaires de pouvoir se détacher. Mais cette information sera quand même portée à tous les agents municipaux. Pardon? Cette information sera quand même portée à tous les agents municipaux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, la modification du tableau des emplois. Il y en a pas mal. Ça a été présenté en CST le 1er juin. Et donc, nous avons des fermetures de postes pour départ en retraite au 1er janvier 2026. Un adjoint technique territorial. Fermeture de poste pour départ en retraite au 1er avril. Un adjoint technique territorial. Fermeture de poste au 1er juin pour nomination au titre de la promotion interne. Agent de maîtrise de catégorie C, nous avons 8 adjoints techniques territoriaux principaux de première classe. Fermeture de poste au 1er juin 2026 pour nomination au titre de la promotion interne pour l'année 2026 au grade de rédacteur catégorie B. Avec un avis du CST au 1er juin, nous avons un adjoint administratif principal de première classe. La fermeture de poste au 1er juin pour nomination de réussite du concours interne de session 2025 au grade de rédacteur à catégorie B avec un avis du CST du 1er juin. Il s'agit d'un adjoint administratif principal de première classe. Nous avons une ouverture de poste au 28 août 2026 pour un adjoint territorial d'animation stagiaire. C'est un agent ayant eu 2 ans de contrat d'apprentissage 2023-2025 à l'école maternelle et puis en CDD contractuel à croissement d'activité à l'école maternelle LHSN. Nous avons une transformation de poste au 1er septembre 2026 pour un adjoint territorial d'animation contractuelle vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire durée maxi 1 an. Nous avons... Pardon? Alors, c'est quoi une transformation de poste ouvert par délibération 609-2025 en date du 18 juillet 2025 avec effet au 1er septembre en raison de l'adjoint territorial d'animation stagiaire. La fermeture de poste au 1er septembre 2026 pour réussite du projet sur titre au grade d'auxiliaire de flexiticulture de classe normale catégorie B avec un avis du CST du 1er juin. Un adjoint technique territorial principal première classe, un adjoint territorial d'animation. L'ouverture de poste au 1er septembre, nomination réussite du concours sur titre au grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale catégorie B, 2 auxiliaires de puériculture de classe normale. Ça en passe des choses. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Ensuite, on arrive au jardin de Saint-Hubert. Et on a le projet numéro 16, numéro 17.
16, 17, 18. On va les voter un par un. Ce sont 3 fois la même chose. On achète à 6 euros du mètre carré, des parcelles de 1000 mètres carrés. Pour les consorts, voyez par là. Pour les consorts Buffalo, 2 ans. Et pour les consorts Sabatier. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Merci pour le 16, le 17 et le 18. Le numéro 19, il s'agit de la cession de parcelles communales cadastrées AD 408, 411 et AD 84, lieu dit le SAF. Alors ça, c'est la dénomination cadastrale. Pour être plus précis, on est au croisement entre le chemin de Saint-Marc et le chemin Neuf, une propriété que la commune a rachetée à la famille Fabre en vue d'y faire du logement social. Et donc, nous vous demandons l'autorisation de pouvoir signer une promesse unilatérale de vente avec le bailleur social Minune Habitat. Et je vous écoute pour une éventuelle intervention. Alors oui, on comprend l'objectif, bien évidemment, de réaliser des logements sociaux, ça on ne remet pas en cause. En revanche, ce projet nous interrogeait sur sa densité, parce que nous parlons d'un terrain d'environ 900 000 m² sur lequel sont faits 9 logements et seulement 10 places de parking. On le sait, généralement, on n'a pas qu'une voiture par logement. Donc cela représente pratiquement, comme je viens de le signaler, une seule place par logement sans véritable marge pour les visiteurs et les besoins des familles. Au-delà du prix de cession, on s'interroge aussi sur la qualité d'insertion de ce projet dans son environnement. Est-ce qu'on a évalué les conséquences en matière de stationnement, de circulation et plus largement de qualité de vie pour les futurs occupants, comme pour les riverains? L'objectif de produire du logement social est légitime, bien évidemment, mais il semble qu'il doit rester compatible avec un aménagement équilibré et durable du quartier. Et on rebondissait aussi sur le dossier qui indique une évaluation domaniale qui remonte à novembre 2023. Or, nous sommes à mi-2026. Donc, on s'est interrogé sur est-ce qu'il y avait une actualisation, une évaluation qui avait été réalisée depuis, et sur quel élément précis ce montant avait-il été calculé. Est-ce qu'il a été fondé sur une expertise de l'État, sur un bilan d'opération transmis par Millennium Habitat, ou sur une méthode d'évaluation? Alors, je vais répondre dans l'ordre. La première question, c'est celle du parking. Le document d'urbanisme, le PLUI, demande une place de parking par logement créé. Logements sociaux, oui, pour les logements sociaux. Pour les logements autres, c'est 2. Et pour le logement social, on a seulement une place de parking. Pour ce qui est de la saturation, nous avons le parking qui est en dessous de la CN du chemin de Saint-Marc. Je vous invite à y passer tous les soirs, vous verrez qu'il est déjà complet. Maintenant, ça fait quand même une offre de parking importante de l'ensemble du village. Et donc, je pense que ça permettra de répondre aux besoins des habitants de ce truc-là. Pour ce qui est de l'insertion, en fait, il y a eu un gros travail qui a été fait par Michel Tardieu, par le service urbanisme de M. Bourron, présent, de façon à avoir un projet d'abord 100% social, d'autre part avec une insertion paysagère adaptée et avec une densité raisonnable. On a combien de logements? 9. Voilà, 9. Dernier point, c'est celui du montant de cession de la parcelle. Ce montant n'est pas calculé sur l'évaluation du domaine, mais sur la faisabilité de la part du bailleur social. Parce que pour arriver à produire du logement social, les bailleurs nous demandent de faire des efforts. Et donc c'est une participation de la commune de façon à favoriser la construction de logements sociaux. Et le déficit entre la valeur à laquelle on a acheté le terrain et à laquelle on le vend est imputé sur les pénalités de la loi SRU que nous impose la préfecture. Voilà, donc on vend moins cher, mais on le déduit de la pénalité SRU. Ça, on le savait, mais c'était juste pour savoir s'il y avait une remise. Comme on parlait, on fait référence en 2023 et qu'on est en 2026, oui, qui était légitime, on s'achète. Tout à fait. Et malheureusement, on n'est pas dans la réévaluation et dans l'augmentation du prix, mais plutôt dans le sacrifice de façon à favoriser le logement social. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres? Oui, Philippe. J'ai encore une question. Au niveau du carrefour qui est prévu, oui. Qu'est-ce
On a un emplacement réservé qui va nous permettre de réaménager le carrefour et qui de va être pris l'améliorer. sur le parking de la Copé? Non, le parking de la Copé, ça appartient à la Copé. C'est sur le côté que l'on revend où on garde une petite parcelle de façon à pouvoir réaménager le carrefour. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On arrive au point numéro 20. Actualisation du règlement intérieur des structures de la petite enfance. C'est M. Walter qui va nous présenter ce projet. Bien, comme régulièrement il s'agit d'actualiser le règlement intérieur des structures de la petite enfance, en prenant en compte les propositions de la CAF sur les questions de paiement et puis les remarques faites par les familles et les professionnels qui nécessitent de modifier le règlement et de le mettre à jour chaque année ou régulièrement. Alors on a le détail de la page que je viens de vous dire. Intégrer, après vous retrouvez le document intégré sur les différents points. Si vous avez un point qui vous pose question, dites-moi, que je puisse essayer de répondre. De la page 18, etc., 21. S'il y a pas de questions, je vous propose. On passe au vote. Il n'y a pas d'intervention de question. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On arrive au point numéro 21. Il s'agit de l'organisation des transports scolaires. On va modifier une délibération de 2025 du 19 juin 2025. Je vous rappelle que l'application du Code des transports scolaires, la métropole Aix-Marseille est l'autorité compétente pour organiser la mobilité sur son ressort territorial. Une convention relative à l'organisation du transport scolaire entre la métropole et la commune a été approuvée par délibération du 19 juin 2025. Dans ce cadre, la métropole confie à la commune, avec son accord, différents objectifs comme l'information et l'accompagnement aux familles dans leur démarche d'inscription au transport scolaire. La métropole souhaite aujourd'hui accorder un titre de transport à tous les enfants scolarisés pour se déplacer en transport en commun. Je vous propose donc de prendre en charge uniquement les frais de transport des lycéens, collégiens et apprentis non rémunérés en prenant les transports scolaires pour se rendre dans un établissement scolaire situé hors de la commune. Je vous propose d'accorder la gratuité de 60 € sous forme de remboursement et sur présentation de justificatifs à tous les collégiens et lycéens de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Les collégiens du collège Jean Zé ne bénéficient pas de cette prise en charge et je vous propose de maintenir cette modalité. Alors, pour être un petit peu plus synthétique, la métropole est très binaire. C'est où on a la gratuité du transport, ou on n'a pas la gratuité du transport. Certaines communes font, d'autres pas. Nous, on faisait jusqu'à ce qu'ils généralisent ça à tous les élèves. Ce qui veut dire que pour un élève du collège Jean Zé, il va avoir une carte de bus pour aller à Aix et où il veut, gratuite. Je pense que s'il va au cinéma une fois dans l'année, je préfère lui payer un taxi que de lui donner la gratuité des bus, parce que ça coûte quand même 60 € par élève à la commune. Donc ce que je propose, c'est qu'au lieu de donner la gratuité systématique et que la métropole facture tout ça à la commune, on fait une gratuité ciblée pour tous les élèves qui vont dans des établissements scolaires en dehors de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Bonne soirée et ne partez pas sans signer.